Bonjour Monsieur Maton, merci beaucoup de nous rejoindre et d'avoir répondu à notre sollicitation. Vous êtes première adjointe de la mairie de Los Angeles et on vous a contacté au titre des réflexions d'un groupe de travail qui est dédié aux enjeux du service public partagé. Une petite intro très brève, juste sur le groupe de travail qui rassemble des personnes d'horizons assez variés, publics et privés, et qui est très ouvert, ce groupe, pour évoluer. Parce que, en fait, on a, par, par chacun, par nos parcours, abouti à la conclusion qu'il y avait un sujet autour de la question de la participation active des citoyens dans le service public, et pas uniquement à sa consommation. Et un groupe de travail s'est constitué donc, il y a à peu près un an et a abouti à un premier projet de définition sur cette notion qui est que c'est un service public partagé, c'est un service public avant tout, donc ça répond à un certain nombre de critères, notamment de besoins d'intérêt général, qui est initié et copiloté par la puissance publique et puis qui répond à des principes fondamentaux du service public en termes d'égalité, de continuité, etc. Mais à ces fondamentaux-là, s'ajoute le fait que c'est un service qui ne peut pas fonctionner sans la participation de la société civile, ni réciproquement sans participation d'acteurs publics. Ce n'est pas une initiative privée d'intérêt général, mais qui pourrait fonctionner seule, et ce n'est pas non plus une initiative publique qui peut être portée comme un service public classique. C'est vraiment le croisement des deux. Et comme critère objectif de cette participation active, sans que ce soit un service uberisé, entre guillemets, c'est-à-dire un service où on remplacerait artificiellement des agents publics par des gens qui travailleraient à moindre coût, c'est bien un service qui ne donne pas lieu à rémunération pour les citoyens qui participent. Au mieux, il peut y avoir une indemnisation quand il y a des frais qui sont engagés par les citoyens. Donc ça, c'est vraiment la question de l'application de l'économie du partage au service de l'action publique, la vraie économie du partage, hein, pas l'économie de libéralisation des plateformes. Et en fait, en creusant dans le cadre de ces réflexions, on s'est rendu compte que le service public partagé existe de longue date, puisqu'il y a notamment des exemples qu'on ne connaît pas forcément, mais qui relèvent de ces définitions-là, qui sont des juges des tribunaux de commerce, hein, depuis le XVIe siècle, et d'autres qui sont très connus et sur lesquels toute une partie de l'action publique repose, telle que les sapeurs-pompiers volontaires. Mais on a aussi un renouveau ou un développement, en tout cas, potentiel avec de nouveaux types de services. Typiquement, c'est ce que nous, on porte chez ECOV, avec des lignes de covoiturage, mais il y a plein d'autres secteurs, ça peut s'appliquer à tous ces secteurs. Voilà, ça c'est pour poser le cadre global de la réflexion modeste qui a été la nôtre jusqu'à présent. Et dans le cadre de ce groupe de travail, l'idée, c'est de pouvoir aller à la rencontre d'autres acteurs qui ont d'autres réflexions ou d'autres pratiques. Et notamment, les travaux de Los Angeles sont évidemment assez connus et très intéressants sur la participation active des citoyens, dont les approches 50-50 que vous pourrez développer. Voilà pour cette intro. Et donc, sans plus tarder, peut-être d'abord pour commencer un petit mot d'introduction sur vous-même et puis sur Los Angeles. Oui, avec plaisir. D'abord, merci pour votre invitation. En plus, sur un sujet que je trouve très intéressant, puisque je pense que pour se réaliser dans sa vie, il faut trouver sa place. Et sa place, on la trouve dans son foyer, on doit aussi la trouver dans la société. Et quand on arrive à développer des lieux d'engagement, ça peut permettre justement aux gens de trouver les premiers fils à tirer. Donc, juste pour me présenter, donc moi, je suis Geoffrey Maton, effectivement. Je suis premier adjoint de Los Angeles depuis officiellement juin 2020. Et en fait, j'ai eu un parcours dans cette commune-là auquel je suis très attaché, hein, puisque je suis un petit Lossois, ma mère est née à Los, mes grands-parents étaient mineurs. Hein, donc, Los Angeles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville de 7000 habitants à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais, donc dans le bassin minier. Et donc, moi, j'ai fait 20 ans dans les services de la ville. J'en ai été le directeur général des services pendant plusieurs années. Et à l'occasion d'une volonté du maire, toujours actuel d'ailleurs, hein, Jean-François Caron, d'arrêter ses fonctions, a été mis en place en fait une élection sans candidat. Cette élection sans candidat, c'était un travail du coup de l'équipe municipale sur l'ancien mandat. Et donc en 2019, ils ont fait un peu l'inventaire des qualités attendues du successeur de Jean-François Caron. Et ils ont essayé de mettre des noms de la société civile. Donc moi, je viens de cette société civile. Il se trouve que j'étais dans les services de la ville et donc un peu en situation et en bonne connaissance aussi des dossiers.
Et donc, l'équipe municipale m'a proposé de les rejoindre, de devenir élu et de succéder donc l'année prochaine, en mars 2023, à Jean-François Caron, avec qui je collabore depuis une vingtaine d'années sur toutes les questions de transition, des transitions, hein, qui est l'axe important pour la ville de Los, sur lequel on a pas mal de résultats. Et l'implication citoyenne est une réponse justement à comment on embarque la population sur des sujets d'innovation, sur des sujets de changement et de conduite du changement. Et donc, dans ce que vous proposez, moi, c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse. Donc, pour resituer peut-être très rapidement le territoire quand même, donc le bassin minier, c'est 150 ans d'exploitation du charbon dans le bassin minier. Et donc, une mono-industrie qui fonctionne, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, les mineurs vont donner plus que leur capacité de travail pour remonter le pays, vont donner jusqu'à leur santé. Et donc, les gens vont mourir assez jeunes, hein, beaucoup de veuves, notamment parce que c'était beaucoup d'hommes qui descendaient au fond, mais pas que. Et ce territoire, en fait, au moment de la fermeture des puits de mine, le dernier c'était en 92 à Wany, pour Los Angeles ce sera 86, on est un peu au fond du trou, c'est-à-dire que non seulement tout le monde perd son emploi, mais en plus c'est une catastrophe pour la santé. Les mineurs vont mourir de la silicose, hein, c'est la maladie liée à la poussière de charbon, donc d'atroces souffrances. Hein, ça on le dit des fois trop peu, mais c'était la dure réalité. Et puis, surtout, c'était la fin d'un système très paternaliste où tout était réglé par les mines. Donc, les compagnies minières étaient très puissantes. Donc, non seulement ils vous offraient un travail, mais ils vous offraient un logement, ils organisaient vos loisirs, ils surveillaient, par exemple, votre terrain, si c'était propre ou pas. Bref, vous étiez dans une dynamique très encadrée. Et donc très peu enclin justement à faciliter les initiatives, ou même à les susciter, ou même à demander d'aller partager un service public. Donc du coup, non seulement il fallait se réinventer et trouver un nouveau modèle économique, retrouver une nouvelle attractivité en termes d'emploi, mais au-delà de ça, il y avait l'aspect culturel et de comment on met en dynamique cette volonté d'implication et de prise de responsabilité du citoyen, pour s'éviter le piège assez classique, hein, qu'on a beaucoup, nous les élus, c'est je veux, j'exige, voilà, je suis habitant, je veux ma réponse, je veux que ma voirie elle soit bien devant chez moi, je veux des jeux pour les enfants, et je veux payer moins d'impôts. Donc, du coup, ça, c'est le gros piège pour les territoires, et notamment si vous souhaitez opérer des changements un peu profonds, hein, passer du coup d'un système où on exploitait les ressources naturelles à un modèle plus vertueux, nécessite de la conduite du changement. Et pour opérer ce changement-là, il faut que les gens en aient envie. C'est difficile d'être complètement descendant et de donner, ou en tout cas, ce n'était pas le modèle qu'on souhaitait inventer à ce moment-là, les élus. Et donc, l'implication citoyenne est venue comme un outil qui permet de comprendre de où on vient et où on va, et comment on peut prendre sa part. Donc, si vous voulez, l'état d'esprit, c'est un petit peu ça. Alors, en 84, en fait, 2 ans avant la fermeture des puits de mine, le maire de l'époque, qui s'appelait Marcel Caron, qui est le père en fait du maire actuel, a, pour moi, l'ingénieuse idée de se dire on va reconstruire, mais avec les gens à partir de ce qu'ils sont et avec eux surtout. Et donc, du coup, on était dans une dynamique du territoire où l'idée, c'était d'effacer tous les signes miniers, d'oublier un peu ce passé douloureux, parce que forcément, quand du jour au lendemain, ça s'arrête, que vous perdez tout, vous ne pouvez plus voir en pâture un chevalet, vous ne pouvez plus voir en pâture une tour d'extraction, etc., etc. Et donc, il y avait un côté comme ça, des gens qui disaient, on va effacer toute cette histoire-là, on va refaire quelque chose, on va se refaire, quoi. Et Marcel Caron, lui, va être un peu à la marge de cela. Il va indiquer que, en fait, on peut partir de ce qu'on est. Et donc, il ne faut pas renier son identité si on veut se projeter. Et donc, nous sommes des mineurs dans un modèle qui se termine. Et du coup, quels sont les enjeux aujourd'hui? Quels sont nos atouts? Et il va utiliser notamment la culture et des œuvres collectives. En fait, il va créer des grands spectacles avec les habitants. Et un grand événement qui s'appelle
qui s'appelle les Goéliades, pardon, qui a lieu encore maintenant, c'est une quinzaine en fait au moment de la Pentecôte, et qui permet en fait de montrer tous les atouts de la ville. Et donc il a voulu montrer déjà que bon, bah, même si on était au fond du trou à ce moment-là, il y avait des atouts sur lesquels on pouvait souffler et qu'on avait surtout une capacité immatérielle et que ça avait de la valeur, c'est le faire ensemble. Et donc, faisons ensemble à partir de nos atouts et comment, du coup, on se met dans une trajectoire qui permet de retrouver de l'attractivité et qui, surtout, tire les enseignements de la leçon que nous venons d'apprendre à ce moment-là, qui est exploiter des ressources naturelles. Dès qu'il n'y en a plus ou dès que le modèle économique ne marche plus, il n'y a plus rien. Donc, du coup, comment créer un développement qui soit, du coup, alors à l'époque, on ne parlait pas de développement durable, mais qui soit un peu plus logique, un peu plus pragmatique, un peu plus sur du long terme. Voilà, c'était un petit peu ça. Et donc, on s'est organisé comme ça. Et puis, donc, il y a une certaine culture à partir aussi de la solidarité des mineurs qui s'est mise en place. Et en 2001, au moment de la prise de fonction de son fils, Jean-François Caron, on va dire qu'il y a vraiment une dynamique qui va encore s'amplifier, notamment par l'intermédiaire d'une charte du cadre de vie, où on va parler un peu du projet de ville. Et donc, pour réaliser cette charte, on va mettre les gens justement dans le coup. On va aller leur demander leur avis, mais pas juste qu'est-ce que vous voulez, c'est qu'est-ce qui serait intéressant de faire, quelle part vous pourriez prendre là-dedans, comment on pourrait le faire ensemble. Et donc déjà dans le postulat, c'était déjà une manière d'impliquer. Et on s'appuyait notamment aussi sur 97, puisqu'en 97, on avait fait à peu près la même démarche sur le plan d'occupation des sols à l'époque. Aujourd'hui, on parle le plan local d'urbanisme. Et donc, ces deux événements-là font que, du coup, il y a une pensée du territoire avec les gens et déjà des premiers éléments de réflexion sur comment on peut faire ensemble. Et c'est là où émerge l'idée du 50-50. Et dans cette charge, le 50-50, c'était une sorte de philosophie. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai dispositif. Mais c'était plutôt une philosophie de se dire, voilà, on a décidé qu'on pourrait développer de telle et telle manière, on veut travailler la biodiversité, ok, mais quelle est la part des habitants, comment on le fait ensemble? On est une commune pauvre, on fait partie des communes les 100 plus pauvres de France, donc on n'aura pas des moyens démesurés. Donc du coup, les moyens qu'on n'a pas, il va falloir aller être plus malin et en gros, se retrousser les manches pour pouvoir avancer. Et donc, ce dispositif du 50-50, c'est vous faites un pas vers la collectivité, on fait un pas vers les habitants, et ensemble, on essaye de faire des choses. Donc, c'était aussi basique, primaire que ça initialement. Et donc, les premiers 50-50 se sont faits notamment autour de l'embellissement, fleurissement de la ville. Donc, c'est l'un des premiers sujets qui est apparu. Et donc, les gens disaient, ma rue, elle n'est pas suffisamment sympathique, j'aimerais bien plus de fleurs, j'aimerais bien des bacs, etc. Et donc, les premiers 50 se sont opérés comme ça, tout simplement. Et donc, la ville passait une petite convention avec un collectif d'habitants. Et la ville fournissait le matériel. Donc, des fois, c'était les gens qui réalisaient les bacs. Des fois, c'était les services quand les gens n'étaient pas en capacité de pouvoir construire les bacs. Et puis ensuite, les gens mettaient la terre, les fleurs, etc. et entretenaient quotidiennement. Donc, on a eu des super 50-50. Il y a aujourd'hui des routes, des rues, pardon, ou des quartiers qui sont encore fleuris. Et voilà, ça existe encore 20 ans après. Il y en a d'autres, il y a eu 3 ans super, puis ça s'arrête, etc. Donc voilà, en termes de bilan, il y a des endroits où ça marche très bien, des endroits où ça n'a pas bien marché. Donc, mais en tout cas, à chaque fois que l'expérience ait été positive et durable ou de court terme ou cyclique, parce que des fois il y a une application, puis ça redescend, ça revient, on a aussi ce phénomène-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était l'occasion de se rencontrer, d'essayer de faire la ville ensemble et de mieux appréhender les enjeux et les intérêts particuliers de chacun. Et du coup, à partir des intérêts particuliers, comment on en fait un intérêt qui soit général, qui réponde en fait aux besoins du plus grand nombre et qui fasse sens pour la collectivité. Et on s'est rendu compte que ce phénomène-là, et notamment parce que derrière, on a démultiplié toutes les réunions publiques, soit d'information, où on donnait simplement de l'information, des réunions publiques de consultation. On demandait aussi l'avis, parfois, on disait on va juste vous demander votre avis, mais vous n'allez pas forcément être dans le processus. Et des fois, sur carrément des ateliers ou des projets de coproduction, où là, l'idée, c'était vraiment de faire ensemble et d'aller au bout du dispositif. Et ce maillage d'outils, on va dire, impliquants, ont permis en fait de renforcer la confiance des gens et leur capacité en fait à entreprendre. Bref, on s'est rendu compte que c'était un vrai outil d'émancipation, d'acculturation, de sensibilisation, de réalisation de soi, de reconnaissance aussi des gens et donc de construction de confiance.
Et ça, même sur des ratés. Et on en a eu, parce qu'il y a eu des expériences, et notamment parce que ces dispositifs-là nécessitent de l'ingénierie, nécessite aussi d'accepter que il peut y avoir, à partir du moment où on va reconnaître l'expertise d'usage des habitants, parfois il peut y avoir des habitants qui soient plus experts que l'élu. Peut-être que le technicien est plus expert aussi sur un sujet que l'élu. Peut-être que l'élu, du coup, il a un rôle qui change un peu du rôle d'expert total, de maîtrise totale de tout, en plutôt animateur d'un dispositif, d'un processus qui met en avant les différentes parties prenantes. Et donc, du coup, ce changement qui s'opère au fur et à mesure va aussi démontrer que systématiquement, il y a une qualification du projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on a engagé le processus, soit ça a permis de se rendre compte que le projet n'avait pas de sens et que du coup, ça n'avait pas, voilà, je prends par exemple sur l'aménagement public, faire un espace de jeu pour enfants alors que tout autour, c'est des personnes âgées, qu'il n'y a pas vraiment d'usage prévu, en tout cas à cet endroit-là par les habitants, ça n'a peut-être pas lieu. Et donc, les choses qui avaient été imaginées, par exemple, par les élus sur cet espace-là, ne fonctionnaient pas. Sur d'autres, je vais prendre, par exemple, on avait une demande de jeunes skateurs qui voulaient vraiment faire un skatepark à côté du collège, dans une dynamique du coup impliquante. On s'est rendu compte que ça allait bien au-delà la demande. Et donc, il y avait diverses disciplines qui étaient sollicitées. Alors, vous savez, c'était le développement des trottinettes, des patins à roulettes, des planches à roulettes. Enfin, il y a plein de dispositifs, des BMX aussi. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que, en fait, le besoin il était beaucoup plus large. Et on a réalisé, par exemple, cet espace-là avec un groupe de jeunes et de riverains aussi. Et on s'est rendu compte que, du coup, le projet était beaucoup plus proche des besoins réels des habitants. Et du coup, cet espace-là fonctionne très bien depuis de nombreuses années, par exemple, et du coup, est aussi beaucoup plus respecté. Donc, pour les élus, c'est important aussi, et surtout quand vous comptez vos euros, d'avoir des espaces qui répondent à des vrais besoins et des espaces qui sont respectés sur du temps long. Parce que du coup, on sait qu'il n'y a rien de pire que de faire un espace et qui soit dégradé assez rapidement. Voilà. Donc, la question aussi de l'implication nous a démontré que le fait de mettre les habitants dans le processus permettait aussi d'avoir en tout cas un filet de sécurité un peu plus épais sur la non-dégradation, on va dire, des outils. Donc voilà, après des 50-50, je pourrais vous en citer beaucoup, mais par exemple, le dernier 50-50, peut-être je vous en parle parce que celui-là m'a beaucoup touché, par exemple, à titre personnel, parce que je suis papa d'une petite fille de 7 ans qui va dans une école primaire, qui est en CE1, et qui va à la cantine le midi, et qui se plaignait, comme plein d'autres enfants, du fait que à la cantine, le midi, des fois, quand vous avez fini de manger, on s'ennuie un peu, c'est une garderie, on est gardé, on est dans la cour, il n'y a pas grand-chose à en faire quand on est à la cantine tous les jours, surtout quand on fait le périscolaire le matin, le soir, donc du coup, un besoin peut-être d'avoir un peu plus d'activité. La ville peut y répondre là-dessus. On peut faire un gros projet d'aménagement et puis voilà, on prend une société, on fait un marché public et puis on a des jeux pour enfants dans la cour d'école et puis voilà. Et puis peut-être que ça ne répond pas aux besoins des enfants, peut-être que les enseignants ne vont pas être contents, peut-être que les parents auraient aussi une idée là-dessus. J'ai envie de dire, du coup, la réponse chez nous, elle est assez systématique. C'est agençons les acteurs, donc mettons les parties prenantes autour de la table et voyons ce qui est possible de faire. Et donc, on en a parlé. Et en fait, on s'est rendu compte que la demande, elle n'était pas aussi importante que ce qu'on aurait pu imaginer. C'était simplement un peu de peinture au sol pour permettre aux enfants de jouer librement. Et ça, les enseignants acceptaient un certain nombre de jeux sous réserve qu'il y ait un intérêt éducatif. Les parents étaient d'accord avec ça. Les enfants avaient envie, du coup, eux, simplement d'avoir des jeux qui soient ludiques. Et donc, il y a eu une définition de ce qui était possible de faire en termes de peinture au sol, à moindre coût, avec les parents, les enseignants et nos services. Et au final, d'ailleurs, nos services ont été très peu impliqués puisque ce sont les parents et les enseignants qui vont réaliser en fait avec des bombes au sol les jeux, qui sont d'ailleurs très très beaux. On a pas mal de photos si vous voulez à partager, parce qu'on s'était un peu posé la question aussi de quel rendu. Il ne faut pas non plus que ce soit un peu... il faut que ce soit sympa, quoi. Il faut que ce soit beau aussi. On est quand même dans une cour d'école. Et au final, le rendu, il est super. Et moi, j'ai eu une énorme émotion le matin parce que ça s'est fait sur 3 week-ends. Donc, les parents sont venus pendant 3 week-ends réaliser ces peintures au sol avec des enfants, avec des enseignants. Donc, en plus, en termes de lien
Ça aussi, la question de l'application, ça génère du lien, du vivre ensemble. Donc là, vous avez votre enseignante qui d'habitude, vous la rencontrez peut-être parce que votre enfant a une mauvaise note, parce que ça ne va pas, ou des fois, bon, vous êtes plutôt, on a par exemple un niveau de scolarité, de diplôme assez faible, ce qui veut dire que le rapport à l'école est quand même plutôt compliqué sur notre territoire. Moi, là, vous faites, vous allez boire un coup, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont fait de la bombe à peinture, ils ont mangé sur place, ils ont pique-niqué, ils ont bu un coup. Et du coup, en termes de lien, c'est vachement fort. Et le lundi matin, quand on est arrivé, le dernier, où en gros, c'était un peu l'inauguration officielle, même si on n'a pas fait de coupage de ruban, etc., on ne l'a pas fait du tout comme ça. En fait, on l'a fait vraiment sous forme de surprise, c'est-à-dire qu'on a ouvert cette cour-là qui avait été fermée quelques semaines. Et les enfants, en fait, sont tous rentrés et ont découvert ça. Et donc, ils jouaient. Et vous aviez tous les parents qui étaient vraiment hyper fiers parce qu'on sentait que ce n'était pas un jeu pour leurs enfants, c'était quelque chose qu'eux avaient réalisé, qui contribuait à la communauté et à leurs propres enfants. Et leurs enfants juste s'éclataient là-dessus. Et c'est vrai que c'était très, très fort. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que la question de l'implication, c'est aussi de donner de la puissance en fait à ce qui est fait. Donc, c'est de répondre mieux aux besoins, c'est de susciter du vivre ensemble, de la confiance et donner de la puissance en fait à ce qui est fait. Et donc, en tout cas, moi, c'est ce qui me porte un peu. Je pense que c'est aussi un des objets qui permet, sur des sujets un peu complexes, d'innovation, de renforcer la capacité aux gens de comprendre ce qui se trame autour d'eux, quels sont les enjeux, comment je peux y prendre ma place et à quel endroit je peux prendre des responsabilités. Et d'ailleurs, au-delà du 50-50, on a créé un événement qui s'appelle Fête in Loss. Bon, moi, je n'aime pas trop l'anglicisme, etc. Bon, peut-être qu'on le changera un jour, mais en gros, c'est Fête votre ville. C'était ça que ça voulait dire. Et cet événement-là a lieu en fait en fin d'année. On l'avait fait en fin d'année, d'abord parce qu'il y avait une pensée de Noël. Puis après, on s'est dit, bon, Noël, c'est très marketé, c'est très lié aussi à la religion, etc. Donc, on s'est dit, non, on va faire un truc des fêtes de fin d'année, en fait. Puis on s'est dit, c'est bien de vouloir de l'événementiel, mais il faut y mettre du sens. Et on s'est dit, mais on fait plein de 50-50, il y a plein d'applications des habitants, ben pourquoi on n'en ferait pas le lieu réceptacle de toutes les initiatives qu'on a de l'année, puisqu'on est en fin d'année. Et donc, on est parti de ce postulat-là. Et donc, chaque année, au mois de décembre, on organise ce Fête in Loss, et ça permet à chaque Lossois de venir montrer en gros aux autres ce qu'il a fait. Donc, il y a des stands un peu type forum associatif, donc quelque chose d'assez classique en réalité, mais c'est porté par les gens. Et derrière, on organise un peu d'événementiel, et notamment un élément qui est assez sympa. Je ne sais pas si tout le monde connaît les TEDx, mais les TEDx, c'est une marque déposée qui met en scène en fait quelqu'un qui est peut-être inspirant ou qui a réalisé quelque chose, qui est sur scène et qui va faire un peu le récit de sa trajectoire. Ben, nous, on fait la même chose, mais alors sous forme ch'ti TEDx, comme ça, il n'y a pas de licence, il n'y a rien, hein, c'est notre truc, notre sauce. Donc voilà, et le ch'ti TEDx, c'est l'idée de mettre des gens qui ont fait des 50-50 ou qui ont porté un projet d'engagement citoyen et de venir raconter. Alors, pas dire bonjour et tout ce que je fais est magnifique. L'idée, c'est de compter le processus. Et d'ailleurs, on offre comme service aux bénévoles une journaliste qui va écrire le récit qu'il souhaite du coup préparer. Et donc, on va même l'entraîner pour que sur le sheet TEDx, il puisse expliquer sa situation. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dire, ben, voilà comment m'est venue l'idée, voilà les obstacles que j'ai eus, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas, avec la volonté, et bien évidemment, que ça puisse susciter d'autres envies. Et vous savez, moi, je crois beaucoup à l'identification. Et pour avoir confiance en soi, c'est un peu bête, mais des fois, il faut voir des résultats chez les autres, et notamment dans notre entourage. Vous connaissez des gens, vous dites, tiens, bah, lui, il a fait ça, c'est vachement bien. Ah, puis si lui, il l'a fait, je suis peut-être pas plus bête que lui, en fait. Et donc, moi, je suis peut-être aussi capable de faire des choses. Et donc, régulièrement aussi, dans les sheet edits, on se rend compte que bah, c'est une sorte de pompe d'amorçage d'autres projets. Et donc, voilà, on essaie de massifier ça aussi en fin d'année pour, du coup, bah, avoir un espace qui permet de reconnaître, parce que c'est important, vraiment, de reconnaître cette implication, sinon, elle va s'arrêter, et s'il n'y a pas la reconnaissance de ça, ça peut être pire que mieux, hein, ça peut générer des grosses frustrations. Donc, ça, c'est un des risques aussi de l'implication habitante. Et puis surtout, ça fait effet levier, puisque du coup, ça fait vraiment pompe d'amorçage sur de nouveaux projets. D'ailleurs, souvent, on finit comme ça en disant, bon, ben, vous avez vu, on a passé un bon moment, il y a des choses qui ont été valorisées, bravo à ceux qui ont pris des initiatives cette année, et puis surtout, on compte sur vous l'année prochaine pour en prendre d'autres, et puis on a peut-être déjà des sujets à vous proposer, ou vous avez peut-être déjà des sujets à nous proposer, ben, venez, on va partager un petit moment convivial, et les élus qui sont dans la salle ben, sont à votre disposition pour déjà discuter
des prochains engagements que vous pourriez avoir pour votre collectivité. Voilà, j'étais un petit peu long, mais comme ça, je vous brosse un petit peu l'état général, on va dire, de notre pensée sur cette question-là. Alors, merci beaucoup, c'était très clair, très, très intéressant. On ne vous a pas interrompu justement parce que ça permettait de bien poser les choses. Il y a évidemment plein de questions qui me viennent, qui nous viennent sûrement. Euh, je- Moi, pour résumer, enfin, ce qui est assez frappant, enfin, clair dans ce que vous expliquez, c'est que c'est à la fois, vous dites, c'est un enjeu, enfin, on est une commune pauvre, on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est un enjeu que d'impliquer les gens pour produire des choses. Et en même temps, ça va bien au-delà de ça, parce que c'est pas qu'une quantité d'heures de travail ou d'argent économisé, c'est la création de dynamique, de fierté, de lien social et de dépasser des limites. Pour rester sur le premier aspect, parce que vous expliquez aussi très bien que en fait, ça ne se fait pas naturellement, ça s'organise. Et donc, en fait, il y a un investissement de la part de la collectivité, que ce soit des élus ou des services techniques pour ça. Est-ce que vous diriez, au-delà, encore une fois, de la question uniquement, enfin, au-delà de la question du lien social, est-ce que vous diriez que le fait d'arriver à créer cette dynamique de type 50-50 ou d'autres, permet de faire plus de choses que avec un fonctionnement conventionnel. En gros, sur la partie un peu quantitative, est-ce que vous sauriez le chiffrer ou l'évaluer sur sur le principe? Oui, alors il y a plusieurs choses, hein. Là, dans votre question, elle est très riche. Du coup, merci de me la poser. Du coup, j'essaie d'organiser ma pensée pour vous répondre parce qu'il y a plusieurs niveaux. Si vous voyez, la première chose, c'est qu'effectivement, ça permet de faire plus. On est plus nombreux, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Donc, c'est très intéressant pour l'élu que je suis, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et je pense qu'effectivement, sans cette implication-là, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu réaliser. Donc, allez-y, pardon. Non, non, mais pour rebondir vraiment, c'est faire plus, considérant quand même l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a un surinvestissement social, mais Voilà, quand même, vous en tirez un bilan positif d'un point de vue quantitatif. tout à fait. D'un point de vue quantitatif, j'en retire un bilan positif, effectivement, même si je ne voudrais pas survendre la chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même des difficultés. C'est-à-dire, oui, vous en faites un peu plus, mais ça veut dire aussi que ça tire quelque part un peu par le haut tout le monde. D'ailleurs, l'élu, l'inertie des élus, elle peut être atténuée par l'application des habitants. Parce que si vous n'avez pas envie d'avancer sur un sujet, mais qu'il y a une forte demande et que vous êtes dans cette culture-là, ben, vous êtes obligé de bouger. Donc, quelque part, ça vous pique un peu les fesses et donc, c'est très bien. Aussi, on se fait un peu booster, challenger. Et en plus, ce qui est bien quand vous faites de l'implication, c'est qu'on vous reproche de jamais en faire suffisamment. C'est-à-dire que vous en faites plein et il y a toujours quelqu'un qui va dire « mais c'est quand même incroyable, sur tel sujet, je ne suis pas impliqué ou on m'en a pas parlé, etc. » Donc, vous vous faites engueuler et il y a un côté… D'ailleurs, c'est la principale difficulté, c'est que du coup, il faut aussi à un moment donné pouvoir enregistrer des demandes et dire « attendez, on ne va pas pouvoir tout faire non plus » et du coup, comment on part sur des sujets et pas sur d'autres. Bon, là, il y a un art aussi subtil de tout ça. Mais après, l'idée, c'est de susciter, de faciliter. Donc, mais on peut aussi programmer dans le temps parce qu'il y a la question humaine, mais il y a la question aussi financière. Je vous parlais du skatepark tout à l'heure. On avait avancé, par exemple, avec ce groupe de jeunes-là. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les finances pour l'enclencher dans l'année. Après ce processus qui avait duré plus d'un an, on n'avait pas l'argent pour le déclencher, on n'avait pas l'accord de la subvention. Bon, ben, on a assumé le fait que pour le moment, ce n'était pas possible de l'enclencher. Et donc, avec les jeunes, soit on venait à une version très petite de cet aménagement, c'était possible, ça, on avait la capacité financière pour le faire, soit on décidait avec eux d'attendre quelques mois le retour de l'accord, de l'arrêté attributif de subvention, hein, c'est comme ça qu'on le dit, et donc la subvention du département, et on faisait l'aménagement à la hauteur de ce qui avait été espéré par les uns les autres. Et donc, par exemple, on a été très surpris, on sait que les jeunes auraient voulu quand même tout de suite un premier espace qui était déjà très bien. Ils ont dit, bah non, nous, on préfère attendre quelques mois et avoir un espace qui respecte toutes les disciplines, puisqu'on l'a travaillé ensemble, et du coup, on ne veut pas éliminer de discipline dans la pratique. Et donc, ils ont attendu quelques mois qu'on ait cet accord de subvention pour pouvoir enclencher. Par contre, effectivement, c'est plus, c'est le même effet pour les services, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique. Moi, par exemple, c'est vraiment ce qui m'a éclaté. Moi, ça m'éclatait de voir les gens avoir envie de faire. Ça crée une dynamique aussi pour les services.
ça met en action les services, et quelque part, il y a aussi une reconnaissance de la population sur le travail des fonctionnaires. On connaît tous le fonctionnaire bashing, où généralement les fonctionnaires en prennent pour leur grade, sur leur inertie, leur incapacité à pouvoir faire, à la manière dont ils vont se cacher pour ne pas réaliser le travail. Ben, quand vous faites de l'implication citoyenne, ben, le technicien, l'agent de la ville, ben, il peut faire la démonstration de toute sa capacité justement à faire, à acculturer les personnes, à montrer ses compétences. Et donc, du coup, pour un certain nombre de collaborateurs, ça a été vraiment une vitrine très agréable, parce que quand vous travaillez, que vous avez un jugement des habitants qui est plus juste par rapport à la vision que vous avez de votre travail, c'est en termes de reconnaissance, ça a une énorme puissance. Par contre, ça suscite aussi du coup une application plus forte, y compris des agents. Et donc, comme vous avez les habitants qui vont s'impliquer, ça va démultiplier les questions, ça va démultiplier peut-être les options possibles, etc. Ce qui nécessite du coup de vraiment bien maîtriser son dossier, du coup d'avoir une certaine compétence, bref, d'anticiper, de bien travailler ces choses-là en amont. Il n'y a rien de pire que d'aller dans une réunion publique ou dans un processus de coproduction et vous ne maîtrisez pas votre dossier. Bon, ben là, forcément, vous allez être mis en difficulté. Donc, il y a aussi cette question de compétence, il y a cette question d'anticipation, il y a cette question, et c'est là où vous vouliez en venir, un peu de structuration de cette implication. Comment, d'un point de vue outillage, on y vient. Bon, ben nous, par exemple, on a même créé un référentiel habitant. On a repris un petit peu tous les repères. Alors, il s'appelle référentiel, j'aime pas du tout le terme. Moi, je n'étais pas d'accord pour ce terme-là. Et donc, je ne l'assume pas parce que ça voudrait dire qu'on a les références de l'implication. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on a, c'est, au regard de notre expérience, on en a tiré quelques enseignements et on se rend compte que, tiens, il faudrait tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Dans notre contexte, ça peut donner quelque chose de positif à cet endroit-là ou de négatif à cet endroit-là. Et c'est ça qu'on a essayé de partager. Et notamment quand, par exemple, on organise une réunion publique, quel que soit le niveau d'implication, et ben on va le travailler dans le détail. Et du coup, comment on pose le contexte, comment on donne toutes les informations utiles qui permettent aux gens rapidement de comprendre l'enjeu, comment on donne les règles du jeu, de l'espace dans lequel on va être. Tout un certain nombre j'ai envie de dire, d'incontournables qui vont permettre du coup de faire en sorte de mettre les gens dans une position où ils seront contributeurs. Et même dans cette méthodologie-là aussi, on accepte par exemple de passer par une première étape qui est, nous on appelle ça le vidage de sac, où les gens, on sait très bien que dans un premier temps, si vous allez sur un sujet de, je sais pas, de sécurité, par exemple dans un quartier, bah, les gens ils ont besoin d'hurler pendant 20 minutes parce que ce qu'ils subissent, ils en ont marre. Il y a eu des incendies dans leur garage, il y a eu des choses comme ça, ou des vols. Bon, bah, ils ont besoin de dire qu'ils ne sont pas contents, et c'est normal, donc il faut pouvoir accueillir cette parole-là, la reformuler aussi, d'être capable, vous savez, de pratiquer une sorte de communication non violente aussi, qui permet du coup de pouvoir bien appréhender la demande, et puis du coup de voir comment collectivement on va pouvoir y répondre. Mais après, du coup, qu'il y ait une présentation de l'ensemble des outils, de palettes, de ce qui existe aujourd'hui, et peut-être aussi parfois aussi de retirer un petit peu le côté émotionnel et de réobjectiver un petit peu la situation pour les habitants. Et très honnêtement, ça marche plutôt très très bien. Alors, on a toujours, ça arrive toujours d'avoir le monsieur ou la dame qui seront éternellement insatisfaits ou en position, etc. Bon, bah, ça aussi, on peut l'assumer. Mais parfois, ça nous arrive en ville. Voilà, on en a quelques-uns et on en joue avec eux aussi. Et on joue la relation et on essaie de faire la démonstration. Et même progressivement, j'ai envie de dire que certains arrivent quand même à changer de braquet. Mais bon, des fois, c'est pas simple. Merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, fort de cette expérience et de toutes les dynamiques citoyennes dans votre ville, quels seraient un peu vos conseils ou recommandations pour l'essaimage de cette implication citoyenne pour d'autres collectivités à taille similaire ou autre que la vôtre C'était un petit peu l'objet de notre référentiel. Hein. D'ailleurs, pour les gens qui seraient intéressés, le plus simple, c'est vraiment de le lire. On a essayé de le réduire au maximum et d'avoir une clé de lecture. Alors peut-être, certains la trouvent peut-être un peu trop universitaire, etc. Bon, ça a été écrit par Antoine Reynaud, en collaboration donc avec moi et Jean-François Caron et Julien Perdrija, qui était le directeur de cabinet de l'époque. Et donc, on a essayé à la fois de garder un contenu technique et en même temps d'en faire quelque chose qui soit abordable pour le tout public. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. J'espère que ça y répond, mais ça, c'est pas à moi de le dire. Et donc, dans ce référentiel, on essaie justement de
de montrer un peu ces ingrédients qui nous semblent importants. Moi, dans ce qui me semble quand même essentiel, parce qu'il y a beaucoup de choses, ce qui est essentiel, c'est de la méthode, c'est-à-dire on n'y va pas si on n'est pas préparé. Ça peut être pire que mieux, c'est-à-dire si on veut enclencher un processus à la volée en disant on va mettre les gens autour de la table et puis on va voir ce que ça donne, ça peut générer plein de frustrations, on peut avoir oublié plein de gens, bref, il faut pouvoir s'outiller. Je trouve que le référentiel, il donne des bons outils, c'est d'avoir une pensée de son sujet, maîtriser son dossier, avoir une pensée aussi des acteurs, de ce qu'on appelle nous les parties prenantes, qui dans le dispositif, je ne dois pas oublier. Et on sait très bien que si on fait une réunion et qu'on a oublié un acteur, bon, ben, si vous faites, je sais pas, tout à l'heure, je parlais des cours d'école sans les enseignants, bon, ben, du coup, les enseignants, voilà, vous risquez de les avoir à dos à un moment et vous avez peut-être déjà construit une force contre un projet, alors que le projet, il était peut-être sympathique. Et des exemples comme ça, on en aurait pas mal. Donc, la question de l'agencement des acteurs, la question de la posture aussi de l'élu, qui doit du coup plus être un élu surplombant, mais qui doit être un élu animateur d'un dispositif de réflexion, mais qui va amener aussi de l'opérationnel et des résultats. On n'est pas là juste pour réfléchir, etc. Les habitants sont, alors pour certains, ils sont déjà matures, on peut rester à ce niveau-là, mais pour beaucoup de sujets, on est sur des sujets où les habitants veulent bien s'investir, mais il faut qu'il y ait à un moment donné une contrepartie. Et cette contrepartie, ce n'est pas l'idée de gagner de l'argent ou des choses comme ça, la contrepartie, c'est d'arriver à un résultat qui réponde à la problématique initiale. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, donc il faut des résultats aussi. Donc, du coup, je dirais effectivement un cadre précis de ce qu'on va demander aux gens et dans quel cadre on se met, un bon agencement d'acteurs. La question aussi de la transparence, c'est-à-dire que les gens, si on arrive avec la moitié des informations ou en voulant essayer de les duper, ce que j'ai pu voir parfois sur certaines réunions publiques ailleurs, pour ne pas les citer, bon, les gens le sentent aussi. Et puis, il faut une qualité d'animation du dispositif. Et du coup, ça veut dire de bien la préparer en amont. Quel type d'animation on fait, quelles informations on partage en amont, quel pouvoir de décision on va donner aux habitants et sur quel sujet. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, on avait réaménagé par exemple une rue. Bon, il y avait des sujets sur lesquels les habitants, j'ai envie de dire, à part avoir l'information, on ne va pas leur demander si sur l'assainissement, il faut un tuyau d'1,20 m ou d'1,10 m. Il y a des calculs très techniques de bureaux d'études. Bon, bah, on voit bien là le sujet, donc on va partager ce sujet-là en disant, bon, bah, là, à cet endroit-là, c'est comme ça que ça se passait. Par contre, sur quel est le moment le plus propice pour les travaux par rapport à ce qui est proposé par l'entreprise, comment on va gérer les poubelles, comment vous fonctionnez dans le quartier, quelles solutions on peut trouver ensemble pour limiter les désagréments, comment on va travailler, par exemple, le centre-ville, l'entrée de ville, puisqu'il y avait une entrée de ville à côté de cette rue-là, d'un point de vue paysager, par exemple. Voilà, ça, c'est des sujets sur lesquels on a été jusqu'à leur faire décider quel type d'arbres on plantait, à quel endroit, comment, etc. Donc, à chaque fois, bien être clair aussi sur ce qu'on va pouvoir réellement discuter ou coproduire, de ce qu'on va donner en termes de juste une consultation. Par exemple, sur cette rue-là, je me souviens qu'il y avait un choix, on pouvait mettre juste une piste cyclable, hein, donc on ne pouvait pas mettre des deux côtés pour des raisons techniques, hein, notamment parce que c'est une rue départementale, donc il doit permettre en fait le passage de gros camions, etc. Donc, il y avait la possibilité de mettre un seul couloir pour les vélos. Bon, bah, on le met à droite ou on le met à gauche. C'était quelque chose sur lequel nous, on était un peu tangent. Le BE aussi, bah, on en a parlé avec les habitants. Et par exemple, les habitants, bah, on souhaitait que ce soit plutôt du côté connecté en fait, à leur quartier, plutôt que du côté chambre. On pensait que ça allait être ça la réponse. En fait, ils disaient, mais non, nous, nos enfants, quand ils sortent de notre quartier, c'est mieux qu'ils aient accès tout de suite au couloir cycliste, plutôt que de devoir traverser la rue, qui est justement une route départementale, ce qui est tout à fait logique en fait. Et donc, bah, ça, c'est l'expertise d'usage. Et donc, quand les gens l'ont dit, on s'est dit, mais oui, mais ça coule de source, c'est évident que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que ça a pu être fait. Donc, effectivement, il faut de la méthode. Et le référentiel là-dessus peut outiller les gens qui ont envie de mettre en place des dispositifs. De manière globale, sur la question d'implication des citoyens. Alors, dans vos exemples, vous avez beaucoup d'exemples de consultation dans la construction en fait, d'aménagement, pas mal. Est-ce que vous avez aussi la construction, enfin, des 50-50 ou
des services, des actions qui sont vraiment sur le long terme, c'est-à-dire qui ne fonctionneraient pas sans l'implication des citoyens de manière pérenne, ou alors dans des cas exceptionnels, type la pandémie. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait en fait? Parce que c'est quand même assez différent d'avoir un processus de consultation sur un événement ponctuel, on va dire ça comme ça, versus quelque chose qui doit tourner et qui doit être de qualité et qui doit tourner de manière pérenne, de manière globale. Est-ce que vous avez des exemples et comment ça se passe et comment vous arrivez à construire ça? Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'exemples que c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends plutôt des actions ponctuelles. J'ai oublié de rappeler aussi que depuis qu'on a mis en place ce dispositif, depuis 2001, on a doublé le nombre d'associations. Donc là, si on parle aussi de choses pérennes, c'est des associations du coup, qui se sont développées, qui existent encore aujourd'hui, et on a doublé notre capacité. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont portés sur du long terme. Je pense par exemple, la dernière que j'ai en tête, c'était une association d'aide alimentaire, par exemple, qui s'est structurée au moment du Covid, vraiment dans l'esprit 50-50, des habitants qui sont venus en disant, bon, bah voilà, il y a les restos, mais qui sont saturés. Et puis, il y a des gens qui sont au-dessus du seuil qui ont besoin. On a des personnes âgées, isolées, etc., qui ont besoin d'alimentaire. Et donc, ils ont créé une association. On a accompagné dans l'esprit 50-50 avec le CCAS. C'est l'association Le Petit Lossois, elle s'appelle l'association Le Petit Lossois. Et donc, qui aident aujourd'hui une centaine de familles. Qui, voilà, on a fait ça au début du Covid et aujourd'hui, ça existe et ça se développe. Et voilà, ils s'installent de manière pérenne. Sur des projets sur du long terme, je réfléchis un petit peu, mais oui, il y a plein de choses. Par exemple, sur des associations, on a fait aussi on a contribué aussi en fait à leur projet, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, on avait des passionnés par exemple alors c'est pas vraiment des voitures téléguidées, c'est des choses à essence, et ils ont voulu par exemple créer un événement autour de ça. Bon, ben, on les a accompagnés et ils sont autonomes et aujourd'hui ils gèrent leur événement de ce type-là. J'essaie de vous trouver d'autres exemples qui ne me viennent pas là forcément, pour être très honnête, mais qui vont peut-être me revenir voilà, à l'occasion d'une autre question. Mais il y a vraiment beaucoup de 50-50. D'ailleurs, c'est l'une des difficultés qu'on a, c'est qu'au début, notamment, on n'a pas forcément pensé à l'évaluation de tous ces 50-50-là, et on ne les a pas suffisamment recensés. Et donc, c'est beaucoup dans notre mémoire. Et donc, voilà, d'ailleurs, je pense que j'utiliserai du coup la vidéo, puisque vous l'avez enregistrée. Ça permet de garder des choses. Et là, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la question de la collecte de ce récit-là sur les 50-50. Et on est un peu plus vigilant les dernières années, et notamment grâce à l'événement Fête in Loss. Donc, sur les sources pérennes, par exemple, on a eu aussi l'initiative d'une habitante qui a créé, mettons, une maison des assistantes maternelles à partir d'un bien qui appartenait à la ville et qui aujourd'hui existe aussi toujours. Donc, quand on parle de services partagés, par exemple, là, c'était l'occasion d'une dame qui était assistante maternelle, qui vivait chez elle, qui s'ennuyait un petit peu en fait dans sa fonction d'assistante maternelle, qui trouvait qu'elle avait plus de lien la journée puisqu'elle gardait les enfants chez elle. Et le fait d'avoir vu le travail qui était fait à l'os, elle est venue en disant, mais on voit qu'on peut faire des choses avec vous, qu'est-ce que je pourrais trouver? Est-ce que vous avez un bien? Comment je pourrais m'y prendre? Je connais rien en urbanisme. Et donc, dans cet esprit-là, par exemple, on a travaillé avec cette dame qui s'appelle Audrey Sassano et qui a du coup développé avec du coup des collègues qu'elle a trouvés au fur et à mesure, d'autres assistantes maternelles, ils sont 4 aujourd'hui, et ils ont créé une maison des assistantes maternelles qui fonctionne dans la ville, et donc c'est un service supplémentaire pérenne qui a été initié avec la ville, mais qui aujourd'hui est un opérateur privé et qui fonctionne en centre-ville en plus, ce qui est quand même bien, depuis 4-5 ans, je pense, à peu près de mémoire. Ok, c'est très clair, merci. Et alors, dans la suite des réflexions, est-ce que vous voyez des obstacles associés à l'implication des citoyens de nature réglementaire ou autre? Je pense notamment à la question du collaborateur occasionnel du service public, qui peut être vu parfois comme une prise de risque assurantielle par les collectivités. Donc, pour les gens qui nous regarderaient, c'est le fait que des citoyens qui participent, s'il y a un accident, c'est l'assurance de la collectivité qui doit prendre en charge le sujet plutôt que l'assurance responsabilité civile. Et donc, on a des collectivités qui peuvent éventuellement avoir peur en fait, de cette prise de risque assurantielle dans l'implication du citoyen. Est-ce que vous le voyez comme tel et comment est-ce que vous sécurisez, vous
vous organisez en fait ces sujets-là? Ouais, effectivement, c'est une très très bonne question parce que ça, en tant qu'élu, on a une responsabilité et donc on a la responsabilité de ce qu'on fait avec les personnes et on a la responsabilité de la gestion comptable du denier public. Donc du coup, c'est à partir de cette application-là comment on est vigilant sur ces deux aspects-là. J'ai envie de dire que d'un côté, il y a des choses que nous, on a refusées totalement. Par exemple, la création de jeux pour enfants, c'est très encadré. Et donc, sur des jeux vraiment de nature dangereuse, on va passer par une société. C'est-à-dire qu'on peut avoir un processus d'implication des habitants, mais dès lors que ça va être ce type de construction, on va le confier au privé avec un bureau d'études qui va certifier, etc. Là-dessus, on ne va pas prendre de risques et on le dit dès le départ aux habitants. Bon, par contre, on a construit d'autres types de jeux beaucoup moins dangereux, des petits jeux notamment avec du tressage, etc. Et ça, on l'a fait avec les habitants. Sur le collaborateur occasionnel, c'est l'État qui nous a proposé le premier, c'est notre sous-préfet qui nous a proposé ce statut-là, et on l'a utilisé pour le Covid. Alors effectivement, on endosse une responsabilité, c'est-à-dire qu'on va reconnaître un statut à une personne, un habitant. Donc nous, la première question qui s'était posée, c'est la notabilisation de la personne. Il ne faut pas que la personne, parce qu'on lui donne un statut, elle se sent au-dessus des autres habitants. C'est un travail justement de transversalité, de coopération. Et ces questions-là, ce n'est pas des questions de statut. C'est des questions de comment ensemble on porte un projet, on porte une solution collective à des problèmes d'habitants. Ça, j'ai envie de dire, on s'est aussi appuyé sur notre expérience et aussi sur le choix des personnes à qui on donnait ce statut-là pour bien les acculturer et bien être en vigilance par rapport à ça. Et effectivement, on a assumé aussi le fait qu'en cas de difficulté, ce serait nos assurances qui couvriraient du coup cela. Mais on peut pas, j'ai envie de dire, on peut pas avoir l'implication des gens et en même temps dire, bon, dès qu'il y a le moindre problème, c'est votre responsabilité, débrouillez-vous, et moi, je ne veux pas prendre de responsabilité. Et du coup, la posture que vous évoquiez tout à l'heure, moi, vraiment, ça m'hérisse un peu le poil, pour être très honnête, parce que on ne peut pas être élu, vouloir mettre en dynamique sa population et ne pas créer quand même les conditions en termes d'assurance sur un certain nombre de sujets qui permettent au dispositif d'être garanti quelque part. Par exemple, sur pourquoi nous, on avait mis en place le collaborateur occasionnel. Bon, l'idée, c'était d'envoyer des bénévoles chez des personnes qui avaient potentiellement le Covid ou qui étaient isolées, vers des personnes âgées, etc. Et donc, on avait besoin d'avoir une vraie confiance sur la personne, de pouvoir avoir un suivi. Enfin, on a organisé ça avec les volontaires. On leur dit, voilà, il faudra avoir ce statut-là pour assurer. S'il y a le moindre problème, au moins, vous êtes assuré. Ça vous permet d'avoir une garantie d'être dans ce dispositif-là avec nous. Et puis, nous, on a une vraie visibilité sur qui s'occupe de qui, à quel moment, et si jamais il y avait une difficulté d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, on a eu une difficulté, c'était à un moment donné justement un de nos bénévoles qui était un peu exploité par un monsieur qui l'appelait sans arrêt à l'époque pour aller chercher sa bouteille de whisky. Voilà, il y avait eu des choses comme ça, donc c'était plutôt dans ce sens-là qu'on a vu le problème. On a dit, bon voilà, on a appelé ce monsieur en disant, écoutez, on vous aide, mais par contre, le bénévole, c'est quelqu'un qui amène un service, mais qui n'est pas quelqu'un, c'est pas de l'esclavage, donc du coup, attention, c'est pas quelqu'un qui a demeure, et si en gros vous corrigez pas le tir, on devra malheureusement arrêter ce service-là. Ça a été réglé tout de suite en détail. Donc moi, je le vois vraiment plutôt comme une opportunité de garantir l'implication des personnes et de justement faciliter leur engagement, parce que ça peut être des questions. D'autres fois aussi, on a hésité. Par exemple, je pense à un club de foot. On a un club de foot du Folep qui voulait vous savez, ce qu'on appelle les petites cahutes en bord de terrain. Ils avaient un terrain de quartier, ils voulaient mettre des petites cahutes pour l'hiver. Bon, ils voulaient les faire eux-mêmes, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contraintes, notamment de la fédération, de l'UFOLEP, etc. Et donc là, on rentrait dans des choses hyper techniques sur lesquelles ils n'avaient pas cette technicité-là. Donc on avait deux possibilités, soit on les formait, on le faisait, soit ils en faisaient une partie, et nous, la partie dalle, structuration, etc., c'était nous. Bon, voilà, on en a discuté avec le club, et en fait, le club, ils n'avaient pas forcément le temps d'aller tous se former, etc., mais ça avait été une option. Et donc, du coup, on a fait une partie et ils ont fait l'autre partie pour ces raisons-là et pour faire en sorte que si demain il y a un problème, c'est bien la ville, comme si elle avait fonctionné avec un opérateur privé, qui garde du coup la responsabilité de ça. Parce que donner la responsabilité de la production sur de l'espace public à des habitants,
c'est quand même un des engagements qui me paraît un petit peu abusé, j'ose le terme, de la collectivité. Merci pour ces clarifications. C'est vraiment très précieux pardon. La question dans le cas du Covid, là, vous illustriez très bien l'interaction en fait entre les usagers qui coproduisent le service public avec des bénévoles et puis la puissance publique qui est là pour mettre en branle le sujet et puis assurer en fait que tout se passe correctement, à la fois d'un point de vue assurantiel mais aussi sur les principes même de l'intervention, les limites qui doivent être posées parce qu'il ne s'agit pas effectivement de faire n'importe quoi. Et ça, je trouve ça assez vraiment assez marquant comme façon de procéder. Merci beaucoup pour. Ouais. Je rajouterais juste peut-être un truc par rapport à ça, c'est aussi, vous savez, il faut grandir. Et donc, c'est étape par étape. Et notamment pour des territoires qui ont envie de se lancer, j'ai envie de dire, il faut faire ses armes sur ces questions-là. Et notamment sur ce type de projet-là, ça ne tombe pas du ciel, on ne l'a pas fait du jour au lendemain. On est parti sur des dispositifs, on l'a vu, petits, qui se sont rodés, sur lesquels on est monté avec des réussites, des échecs, qui permettent après, du coup, effectivement, peut-être de monter dans la gamme de niveau de risque, de niveau d'implication plus important. Donc, il faut penser aussi, parce que parfois, je vois des élus qui sont paniqués, donc c'est à eux que je pense, en fait, en disant ça, en disant, mais il faut le faire, on n'a pas le choix, donc on va se lancer sur des gros projets. Non, assumez que ce n'est pas forcément dans la culture, démarrez par des premiers sujets, faites-vous les armes, construisez cette relation de confiance, parce que plus vous allez prendre de risques, sur une antériorité, plus c'est facile parce que les gens, ils vous reconnaissent. Et même quand on a eu des échecs, moi j'ai des gens avec qui ça n'a pas marché sur des opérations, mais qui disent, bon, oui, on sait qu'avec lui, ça va travailler, on essaye d'être sérieux, bon, c'est pas sûr que ça marche, donc il faut aussi qu'on se bouge. Et du coup, on s'est construit une relation qui est du coup suffisamment solide pour aller sur des sujets peut-être un petit peu plus compliqués dans la mise en œuvre. Ouais, dit autrement, c'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie construction que de créer cette dynamique et de garantir que sur un territoire, ça se passe effectivement bien. Et donc, merci beaucoup pour ce partage d'informations, de retour d'expérience. On est preneur de votre référentiel, même si je n'ose pas dire le terme, qu'on relaiera dans les travaux du service public, puis on vous propose de rester en contact sur ces réflexions-là. Si jamais il y a des choses qui vous venaient, en fait, et notamment dans un objectif de partage au niveau d'autres collectivités, au niveau national, le cadre réglementaire, ou même, là, par exemple, auprès du ministère, deux ministères au pluriel, on plaide le fait qu'il faut des moyens pour développer ce type d'approche et que ça a une vraie valeur quantitative, on l'a évoqué, mais aussi, voire surtout qualitative en termes de lien social, de dynamique de territoire, de fierté, de reconquête du service public. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous semble être vraiment valorisé politiquement ou techniquement aux différentes échelles, alors que le potentiel est énorme et que nous, on a un peu l'impression, mais j'ai un peu l'impression que ce que vous dites corrobore ça. Nous, à notre modeste échelle, on a l'impression que les gens ont envie, en fait. Il y a une envie de solidarité, une envie de recomposition du lien social, de réalisation de la transition écologique, de reconquête du service public. Et pour l'instant, ça reste plein de choses un peu éparses, des acteurs publics ou privés qui portent des choses, et pas suffisamment de structuration et de portage global, d'où cette idée aussi de réflexion sur la notion de service public partagé, pour au moins mettre un mot dessus, une notion, et essayer derrière de faire voir ça. Donc c'est vraiment pas un travail abouti sur cette théorisation modeste et l'aboutissement de ces réflexions, mais plutôt un travail en cours. Donc, à ce titre, on serait vraiment évidemment très intéressé pour continuer d'échanger dans le futur, et n'hésitez pas à partager ça et qu'on prévoit d'autres échanges éventuellement avec d'autres personnes de l'os je veux dire, le contact peut continuer au-delà de ce premier échange. Avec plaisir, c'est des sujets qui sont chez nous plus émergents, mais qui se construisent, mais qui ont besoin aussi de trouver l'étape suivante, de monter encore quel est le coup d'après. Et donc, on y réfléchit déjà, et donc d'avoir d'autres expériences et de s'enrichir de vos réflexions, c'est très intéressant aussi pour nous, parce qu'on n'a pas la prétention de tout savoir, de tout maîtriser, et on a la conviction profonde aussi que c'est quelque chose
chose qui se construit, qui grandit, qui peut trouver d'autres modèles, etc. Et on le voit bien dans ce qu'on fait. Il y a encore un gap à gagner, c'est évident, et notamment sur certains publics qui des fois sont plus difficiles à toucher, etc. Donc voilà, donc nous, merci pour cet échange-là que j'ai trouvé fort sympathique, et puis on est à votre disposition avec cette envie du coup de collaborer et d'essayer de faire ensemble une société peut-être un peu plus à notre image. Merci beaucoup, c'est trop intéressant. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au plaisir de rééchanger dans le futur. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.